Bien, mes chers collègues, je vous propose qu'on démarre cette nouvelle audition. Nous accueillons aujourd'hui Madame Carole Delga, présidente de la région Occitanie, présidente de l'ARF, ainsi que Jean Rotner, président de la région Grand Est. Je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le Président, de vous être rendu disponible pour cette nouvelle audition de la délégation, et puis ravi de pouvoir échanger avec vous. Les sujets ne manquent pas, et nous sommes là, ici, dans le même état d'esprit que la délégation sous la précédente mandature, c'est-à-dire instaurer un cadre d'échange rapproché entre l'Assemblée nationale et les grandes associations d'élus. Donc vous avez tenu très récemment votre congrès à Vichy, et d'ailleurs appelé à une grande loi de décentralisation. J'imagine que cela fera partie de nos échanges d'aujourd'hui, en relayant notamment une tribune signée par les présidents de région quelques jours plus tôt, demandant de disposer de compétences, je cite, et de responsabilités claires et exclusives et des moyens pour les mettre en œuvre. Alors nous, effectivement, avec la perspective d'un nouvel acte de décentralisation, la délégation sera force de proposition et lancera un travail dédié sur ce sujet. Raison de plus pour consacrer une partie de nos échanges à cette question-là, puisque je pense qu'on se retrouve dans l'idée de construire des répartitions de compétences plus claires, plus lisibles, simplifiées, adaptées aussi aux spécificités de chacun de nos territoires. Et puis aussi retrouver une relation de confiance avec les électeurs, puisque nous sommes aussi très sensibles au détournement progressif, je crois, des électeurs, notamment des élections départementales, régionales. Comment retisser finalement ce lien-là à travers probablement plus de responsabilités, mais aussi peut-être une plus grande clarification de notre architecture institutionnelle. Et donc nous serons ravis de vous entendre, notamment sur les propositions, les sujets sur lesquels nous pouvons d'ailleurs travailler ensemble pour nourrir ce nouvel acte de décentralisation. Et puis aussi sur les sujets plus institutionnels qui doivent répondre à l'enjeu, je crois, de plus grande lisibilité. Comment vous réagissez à la proposition de créer des conseillers territoriaux ? Comment est-ce qu'on articule mieux finalement l'action du niveau régional et du niveau départemental, qui a été rappelé notamment dans la déclaration de politique générale de la Première ministre, et nous dire un peu comment vous voyez ce sujet-là. Un autre point sur lequel nous souhaiterions, et je souhaiterais que l'on s'attarde, c'est la transition écologique. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un pacte étroit entre l'État et les collectivités territoriales. Il n'y aura pas de transition écologique réussie si l'État et les collectivités territoriales n'agissent pas de concert. Et votre responsabilité, votre chef de file sur l'action économique, elle est à ce titre-là décisive, déterminante. Dans le projet de loi pour 2023, on prévoit notamment un fonds vert pour accompagner les investissements des collectivités territoriales. Et là aussi, nous serons à votre écoute sur la manière dont ce fonds doit participer à l'enjeu de la transition écologique avec son effet d'entraînement, sachant par ailleurs que l'investissement public local représente 70% de l'investissement et quelques craintes commencent à naître finalement sur la poursuite de la dynamique de l'investissement public local. Je pense, parce que c'est de saison, on ne pourra pas ne pas évoquer les questions financières. Nous sommes encore en plein PLF. Nous sommes un certain nombre ici, notamment à avoir pris des initiatives pour accompagner les collectivités territoriales face notamment à la flambée des prix de l'énergie. Et nous avons proposé la prolongation du filet de sécurité pour 2023 en l'élargissant, je le dis, aux départements et aux régions. Et je crois que c'était une de vos revendications. Et puis sur les sujets financiers, peut-être aussi votre réaction au rapport récent de la Cour des comptes sur les finances locales et en particulier sur la fiscalité locale. Comment vous voyez finalement se dessiner une révision un peu en profondeur de la fiscalité locale au regard de vos missions en termes de simplification, mais aussi de cohérence d'ensemble des blocs d'impôts qui vous sont affectés, des paniers de ressources. Doit-on les revoir, et comment finalement vous voyez d'un bon ou d'un mauvais œil les propositions qui ont été formulées par la Cour des comptes. Voilà autant de sujets qui pourront nourrir notre débat, en vous remerciant une nouvelle fois pour votre disponibilité, et je vous laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président Cazenave, d'avoir invité Région de France. Et donc, Jean Rotner et moi-même allons
initié bien sûr ce débat et ces prochaines rencontres que nous avons besoin de pouvoir mener pour qu'en effet il y ait une décentralisation qui soit beaucoup plus forte et qui permette d'apporter des réponses plus rapides, plus concrètes, plus différenciées pour nos concitoyens. Et l'ensemble des présidentes et des présidents de région sont très volontaires pour bien sûr amener plus de pouvoir localement pour les régions, mais aussi pour les départements, pour les intercommunalités ou pour les communes, et pour bien sûr faire PAC donc avec l'ensemble des forces vives de ce territoire et au premier rang, bien sûr, desquelles le gouvernement. Donc, mesdames et messieurs les députés, voilà, vous indiquez que nous sommes présidentes et présidents de région pleinement conscients et donc pleinement mobilisés pour travailler collectivement à des nécessaires réponses par rapport aux différentes crises qui traversent notre pays. Bien sûr, l'actualité, c'est crise énergétique, mais crise climatique, bien sûr, crise du pouvoir d'achat, crise aussi économique où nous devons revoir notre modèle de développement, une croissance en conscience. Et puis, vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, crise de confiance dans l'action publique parce que l'ensemble des présidentes et des présidents de région ne peuvent se satisfaire de la montée du populisme dans notre pays et également au niveau européen ou international. Donc ce sont des crises multiples qui sont simultanées et nous avons besoin d'une forte cohésion de l'ensemble des acteurs publics et d'une bonne complémentarité. Donc nous souhaitons vraiment démontrer que ce que nous avons pu initier lors de la crise sanitaire, où les régions ont été très mobilisées pour pouvoir fournir les masques, le soutien aux professionnels de santé. Et Jean Rodner a été aux avant-postes sur l'ensemble des sujets, tant territorialement que de par ses compétences professionnelles. Nous avons aussi les régions investi fortement dans l'organisation des campagnes de dépistage, de vaccination. Et là, bien sûr, au-delà de nos compétences juridiques, mais nous étions face à une première pandémie mondiale et il était nécessaire d'agir pour protéger nos concitoyens. Nous l'avons déjà démontré, en plus de la crise sanitaire, au moment du plan de relance, parce que je rappellerai qu'entre 2021 et 2019, l'ensemble des régions ont augmenté de 20% leur investissement, c'est-à-dire que nous avons été partenaires avec l'État sur l'ensemble des plans de relance économique. C'est pourquoi nous avons augmenter massivement nos dépenses d'investissement au service de la consolidation de notre économie, au service de la transition écologique et énergétique, au service tout simplement de la souveraineté. Et c'est d'ailleurs la thématique de notre congrès des régions. Donc le mois dernier à Vichy, souveraineté industrielle, souveraineté sanitaire, souveraineté énergétique, souveraineté aussi alimentaire, et puis souveraineté des savoirs. Parce qu'une nation, un pays et une république ne sont forts que quand il y a une formation qui est adéquate par rapport aux différents enjeux et différentes crises que nous traversons. Et il y a, je pense, vraiment à refonder complètement le système de formation en France parce que nous avons besoin d'investir massivement, bien sûr, dans la formation initiale, collège, école, collège, lycée, l'enseignement supérieur, mais aussi prendre en compte les modifications sociétales sur la succession de métiers dans une vie et donc avoir sur la formation des salariés, sur la formation continue, une action tout à fait différente. Donc nous avons été très présents sur la question de l'engagement de la protection sanitaire, sur la question de la relance économique tout particulièrement, et puis bien sûr un partenariat fort avec l'échelon européen, puisque
à travers les régions, nous avons une mobilisation de fonds européens de façon convergente avec l'État dans le cadre des contrats de plan État-région. Les régions sont pour nous un échelon pertinent pour répondre aux crises, voilà, qui n'est pas suffisant, mais qui est un acteur essentiel, parce que les régions, nous sommes à la fois acteurs sur 3 niveaux. Tout d'abord, des acteurs stratégiques. Nous avons eu une nouvelle configuration de nos régions et nous avons été nombreux à défendre ces grandes régions qui permettent des structurations de filières économiques. C'est, bon, à mon accent, tout le monde comprend d'où je viens, et j'étais donc vice-présidente de la région Midi-Pyrénées, et déjà à l'époque c'était la région la plus grande de France, mais pour autant nous n'avions pas une taille qui était suffisante pour structurer au point de vue économique de nouvelles filières ou pour consolider des filières existantes. Et si nous prenons par exemple la filière hydrogène, c'est parce que nous avons eu des régions plus grandes, plus puissantes. Et j'y reviendrai, même si au point de vue budgétaire, nous sommes des nains par rapport à nos collègues des présidents de régions dans d'autres pays. Mais nous avons vraiment cette taille et aujourd'hui, de nouvelles compétences que nous assumons maintenant depuis 4 ans, qui nous ont permis d'avoir un vrai effet levier sur plusieurs filières économiques et sur la question des énergies renouvelables, sur la question de l'économie circulaire. Nous avons pu avoir des résultats très concrets sur la question de la filière hydrogène. C'est aussi bien sur la question de la production que sur la question de la transformation de l'hydrogène vert, bien entendu, que sur la question de la distribution et que sur la question des usages. Je rappelle toujours que le train à hydrogène va circuler en France d'ici 2 ans parce qu'il y a 4 présidents de région qui ont décidé, il y a de ça 3 ans, de commander des trains à hydrogène. Et donc les 4 régions Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie. Et au début, l'État ne nous accompagnait pas, mais Monsieur le Premier ministre Castex a souhaité nous accompagner et donc il y a une aide de la part de l'État, donc 1/3 du financement viendra de l'État, sachant qu'en Allemagne, le rapport est inversé, 2/3 par l'État central, 1/3 par les régions. Mais là, nous avons pu développer la question des usages sur l'hydrogène, mais avoir toute la supply chain donc qui est bien mise en place sur cette structure-là. Nous avons des ressources, les budgets consolidés de l'ensemble des régions françaises, c'est 46 milliards d'euros, avec une capacité d'investissement de près de 15 milliards d'euros par an. Et nous avons en effet la bonne taille pour la structuration de filières économiques sur la question aussi des liens entre l'ensemble des territoires et bien sûr sur le sujet des mobilités. Nous avons publié une tribune, les 15 présidentes et présidents de région, donc samedi dans Le Monde, où nous demandons un choc ferroviaire, un New Deal ferroviaire, parce que nous avons besoin absolument du train pour relier l'ensemble des populations, sous toutes ses formes, que ce soit à travers des LGV ou à travers des lignes fines d'aménagement du territoire, que ce soit au point de vue de la transition écologique, au point de vue aussi de la souveraineté industrielle et de l'innovation. Nous sommes donc un acteur stratégique, mais nous sommes aussi un acteur du quotidien. C'est la question des transports scolaires, des transports que nous assumons, alors en liaison avec les agglomérations, donc de par la répartition des compétences, et que nous assumons aussi avec les intercommunalités pour un transport qui est vraiment à la demande, qui est du coût humain dans les territoires ruraux, puisque les régions financent une grande partie du déficit de fonctionnement de ces services. Et par exemple, pour l'Occitanie, nous le finançons à hauteur de 70% pour que même les intercommunalités qui ont des faibles ressources, elles puissent proposer des services dans les territoires à faible densité. C'est aussi acteur du quotidien, bien entendu, sur la question éducative, donc pour les près de 2,3 millions de lycéens que nous avons dans plus de 3600 lycées qui maillent le territoire. Et puis ce continuum qui est absolument indispensable au quotidien
pour l'école au sens large, et là nous sommes donc sur la question des lycées, sur la question de l'enseignement supérieur, et puis, comme je l'ai indiqué, que nous puissions avoir une fonction beaucoup plus forte sur l'orientation, parce qu'aujourd'hui, le moment de l'orientation scolaire en 4e, 3e est un moment qui est vraiment de rupture très forte sur la question de l'égalité des chances pour accéder à des métiers, pour pouvoir connaître la diversité des métiers, pour connaître les voies d'accès. Donc nous devons vraiment renforcer beaucoup plus la question de l'orientation. Alors même si la loi nous donne la compétence juridique, dans les faits, cela ne s'exerce pas de par de nombreuses réticences, et je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Donc cette question du continuum, de l'éducation, de l'orientation, de la formation sous toutes ses formes. C'est pourquoi, dans le livre blanc que nous avions remis aux candidats à la présidence de la République, nous demandons à pouvoir assumer aussi la formation des salariés, parce que nous avons un besoin sociétal très fort qui s'exprime, où les salariés demandent à pouvoir évoluer dans une entreprise, pouvoir changer de métier au cours d'une vie. Et nous avons aussi besoin d'accompagner la diversification de notre économie et la reprise en main au niveau de la souveraineté de compétences qui n'existaient plus et que nous devons ramener de façon absolument forte. C'est ce que nous faisons. Je rappelle que sur la formation professionnelle, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi, et très essentiellement, c'est quand même 320 000 entrées chaque année. Et puis le continuum, donc éducation, orientation, formation et puis développement économique, c'est l'ensemble du soutien aux entreprises, à toutes les entreprises, je tiens à le rappeler. Les régions aident des grandes entreprises juste sur les secteurs d'innovation et de recherche, bien sûr conformément au droit européen. Après, nous aidons tout l'aspect du tissu des PME, de la transformation en ETI, parce que nous avons une fragilité en France sur le manque d'entreprises de taille intermédiaire sur notre secteur entrepreneurial. Et puis nous aidons également les toutes petites entreprises et des régions comme Nouvelle-Aquitaine, que vous connaissez bien, Monsieur le Président, qui a 12 départements, ou comme la région Auvergne-Rhône-Alpes a 12 départements également. Il y a des aides à des entreprises de moins de 10 salariés, à des artisans, à des commerçants. Je le rappelle souvent au président de l'Association des départements de France, oui, les régions, nous donnons la subvention pour que le boucher achète le camion frigorifique ambulant pour pouvoir faire les tournées, comme cela existe dans nos campagnes, parce que nous savons qu'il y a une activité économique, mais il y a aussi une activité de lien qui est absolument indispensable. Donc nous savons nous adapter à l'ensemble des enjeux et à l'ensemble, bien sûr, des tailles de nos entreprises. Acteurs stratégiques, acteurs du quotidien, mais aussi acteurs de transformation. Parce que l'ensemble des présidentes et des présidents de région, nous partageons la nécessité de transformer notre modèle de développement pour, bien entendu, répondre à la crise climatique majeure, et c'est pourquoi nous demandons un New Deal ferroviaire de façon massive, c'est-à-dire 100 milliards sur les 10 prochaines années. Alors cela correspond donc aux 100 milliards demandés sur 15 ans par Jean-Pierre Farandou, parce que nous, dans les 100 milliards, nous incluons le matériel roulant, parce qu'il y a la question des infrastructures, mais la question du matériel roulant, et tout particulièrement pour le fret ferroviaire, qui est absolument indispensable et que nous devons voilà, moderniser. Mais je sais que certains députés y ont travaillé pendant longtemps, et nous savons que nous avons vraiment le besoin de développer les transports en commun et les transports ferroviaires en priorité pour les raisons que j'ai pu déjà développer. C'est également l'accompagnement sur la transformation de la décarbonation de nos entreprises. Et voilà, nous avons différents dispositifs d'aide sur la réduction de la consommation énergétique de nos entreprises, sur également la production d'énergie renouvelable, où là, nous sommes aussi très mobilisés. Et puis, bien entendu, la question de la rénovation de l'habitat, où nous avons des dispositifs d'aide aux familles et puis également de réhabilitation sur de grands ensembles immobiliers.
Transformation sur la question du pouvoir d'achat et de l'accès à l'éducation. C'est tout le soutien aux familles des lycéens, que ce soit sur les ordinateurs, sur les manuels scolaires, sur le coût des cantines, sur les tarifs aussi des transports publics régionaux, où nous faisons en sorte qu'ils soient le moins élevés possible. Et puis également transformation par rapport donc, à nos enjeux de souveraineté industrielle, avec un soutien fort pour la relocalisation d'entreprises dans l'ensemble des secteurs sur, je l'ai indiqué, la question de l'industrie, mais sur la question aussi sanitaire, sur la question alimentaire, bien entendu. Et nous investissons, soit par le biais de subventions ou d'avances remboursables, qui sont des dispositifs assez classiques, par le biais de fonds souverains, c'est-à-dire c'est l'intervention sur les hauts de bilan, par la prise aussi de participation. Certaines régions sont actionnaires de certaines entreprises, en particulier pour permettre le développement de nouveaux modèles ou d'assurer aussi des services à la population. Et c'est ce que nous menons justement pour accompagner cette transformation. Et puis également, c'est faire en sorte que nous puissions à la fois agir aussi en proximité et faire reconnaître les politiques et aider nos concitoyens à participer à l'élaboration de ces politiques publiques. Pour cela, les régions, nous avons besoin de moyens pour agir. Alors sur la question financière, oui, en effet, nous avons, il y avait un article dans le Figaro ce matin, oui, nous avons une dynamique de recettes, bien entendu, mais nous avons une dynamique encore plus forte de nos dépenses, parce que les régions dépendent des dotations donc de l'État à 93-94% dans leurs recettes, ce qui pose notre sujet de l'autonomie fiscale des collectivités locales. Et les régions, depuis la réforme de la taxe professionnelle, nous l'avons quasiment perdue, puisque nous dépendons chaque année du vote de la loi de finances. Et là, nous bénéficions, en effet, avec la TVA, d'une dynamique qui est vraiment intéressante, mais qui, aujourd'hui, va être supplantée, malheureusement, par la dynamique de nos dépenses, parce que par rapport aux autres collectivités locales qui connaissent également une augmentation de leurs dépenses, en particulier sur l'énergie dans les bâtiments. Nous y sommes aussi, nous, confrontés à travers nos lycées, à travers des équipements culturels qui sont de grande taille. Nous avons cette question des transports scolaire, bien sûr, avec la hausse du carburant, où nous faisons en sorte que ce transport scolaire maille bien le terrain, et donc avec des distances pour faire en sorte qu'il y ait un transport collectif pour nos enfants, même dans des territoires très ruraux. Et puis, une négociation que nous entamons à la SNCF, puisque Jean-Pierre Farandou nous a livré ses intentions de revalorisation donc du coût d'augmentation de l'énergie, qui, dans les premières discussions que nous avons pu avoir, obérerait complètement toute capacité d'investissement des régions, puisque ce sont des coûts vraiment excessivement élevés sur lesquels nous aurions des difficultés. Donc, rappelez que nous avons donc en 2022 donc eu une dynamique de recettes qui sera légèrement supérieure à la dynamique des dépenses. En revanche, en 2023, là, l'écart va se creuser, puisque nous allons avoir un différentiel de certainement 400 millions d'euros entre les dépenses et les recettes, parce que la question de l'augmentation des dépenses de la SNCF va porter essentiellement sur le budget 2023. Et c'est là où on a un effet ciseau qui est très inquiétant. Et donc, nous travaillons avec Madame la Première ministre sur cette question des conventions SNCF qui doivent être adaptées de par les circonstances exceptionnelles, et en même temps à des dispositifs de bouclier pour faire en sorte que les régions puissent continuer à investir dans les questions de souveraineté, dans les questions de transition écologique et énergétique.
capacité à agir. Aujourd'hui, sur la question des dotations, il nous manquerait 140 millions d'euros. Donc, on aurait une baisse de dotation. Nous sommes en train d'y travailler. C'est-à-dire que c'est la question des frais de gestion de la CVAE, de la DCRTP, des TCE, qui aujourd'hui, à sortir de l'Assemblée nationale, ne sont pas encore stabilisés. Et puis, nous avons un travail à mener. Alors là, c'est plutôt pour le PLF 2024, sur la question de la substitution de nos impôts voitures, pour faire court, où il est nécessaire de réfléchir à une nouvelle fiscalité. Et c'est vrai que se pose là cette question que vous avez évoquée, Monsieur le Président, de la fiscalité locale, de l'autonomie financière et ou fiscale de l'ensemble des collectivités locales, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus où l'ensemble des collectivités locales n'ont plus la main du tout sur le pouvoir de taux et que nous sommes de plus en plus dépendants. L'ensemble des collectivités locales, alors les régions, on a été le premier à connaître cela, mais maintenant l'ensemble des collectivités locales sont dans ce paradoxe qui vraiment, je me permets de le dire, présente de nombreux risques sur le décrochage de l'investissement public. Parce que quand vous avez des investissements qui sont lourds, comme portent les régions, c'est-à-dire qui sont sur plusieurs années, que ce soit sur un investissement ferroviaire, que ce soit sur un investissement d'une filière, quand vous réalisez une gigafactory pour les électrolyseurs, pour l'hydrogène vert, que ce soit sur des lycées, et que d'une année à l'autre, on peut avoir une baisse de dotation très significative. Ça veut dire que cela peut encourager à la frilosité et il vaut mieux, je pense, dans cette période, avoir un investissement fort public pour répondre à l'ensemble des enjeux. Des moyens budgétaires, mais aussi des moyens juridiques. Et donc, ce que nous avons demandé dans le cadre de notre livre blanc, c'est d'avoir un pouvoir réglementaire qui puisse donner en effet une plus grande capacité d'action. Je le disais dans mon introduction, je pense que nous devons aux Françaises et aux Français des décisions plus rapides, plus adaptées, plus différenciées, et nous devons redevenir la France des projets au lieu d'être la France des procédures. Je pense que vous avez souvent vraiment la discussion sur tout projet qui demande un temps administratif qui devient de plus en plus long et qui donc décourage de plus en plus des investisseurs ou des porteurs de projets. Donc c'est pourquoi nous demandons d'avoir des moyens juridiques et financiers plus forts. Je l'ai indiqué sur l'aspect du ferroviaire, mais par exemple sur la question aussi de l'investissement hospitalier. Nous demandons, comme pour les lycées ou les régions investissent dans le secteur immobilier, que ce soit les régions qui puissent investir sur la question hospitalière pour que les travaux aillent de façon beaucoup plus rapide. Donc, que les choses soient claires, nous ne demandons pas une régionalisation de la politique de la santé. C'est la question de l'investissement hospitalier. Comme l'éducation nationale est une politique nationale, ce n'est pas chaque région qui définit son programme, contrairement à d'autres. Ce n'est pas du tout ce que nous demandons à d'autres en Europe. Nous demandons en effet que la santé comme l'éducation reste nationale, mais sur la question de l'investissement hospitalier, que ce soit les régions qui puissent plus rapidement répondre aux besoins de modernisation, d'agrandissement, de création. Ce sont des sujets que je connais bien et je l'indiquais à Monsieur le ministre de la Santé, le ministère de la Santé est un des plus centralisés en France. C'est-à-dire quand vous voyez le temps de réalisation de travaux dans un hôpital, quand vous connaissez les conditions d'exercice de nos soignants, il faut avoir une réactivité beaucoup plus grande. Et puis, nous avons aussi demandé dans le cadre de ce livre blanc qu'il puisse y avoir une politique de différenciation et également des politiques de différenciation entre les différentes régions métropolitaines, mais qu'il y ait une vraie politique de différenciation pour nos territoires d'outre-mer. Parce qu'on ne peut pas appliquer une solution unique pour l'ensemble des territoires d'outre-mer. Les réalités sont très différentes d'un à l'autre. Et nous avons aussi défendu un statut d'autonomie progressive pour la Corse, parce que nous pensons avoir la maturité politique pour faire en sorte qu'au sein de la République une et indivisible, il puisse y avoir plus de liberté d'action qui correspondent aux réalités culturelles, sociales, économiques et environnementales de l'ensemble de nos territoires. Vous avez souhaité aussi que nous puissions parler
du conseiller territorial. Je l'ai indiqué à Monsieur le Président de la République, puisqu'il nous a reçus début septembre avec les présidents des maires et des départements. Je pense que l'urgence dans ce pays n'est certainement pas d'avoir une réforme électorale. Avec donc la nouvelle configuration des régions, l'ensemble des présidents de région ne sont pas favorables au projet du conseiller territorial, parce que sur les grandes régions, ça augmenterait encore le nombre d'élus régionaux en assemblée. Et je ne suis pas sûre que ce soit gage d'efficacité. Néanmoins, dans la concertation qui sera menée au cours de l'année 2023, bien sûr, nous participerons et nous donnerons les arguments sur ce sujet, puisque nous l'avons travaillé. Voilà, mesdames et messieurs les députés, monsieur le Président, les premiers éléments que je voulais porter à votre connaissance, et Jean Rodner et moi-même sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ce tour d'horizon très large qui ouvre un certain nombre de sujets de discussion. Pour entamer cet échange, peut-être, deux remarques préalables de ma part. Premier, vous nous disiez quand même comment vous voyez ce filet de sécurité. On a bien compris l'impact pour vous des dépenses énergétiques, mais le filet de sécurité 23 que l'on a bâti, discuté, qui est peut-être perfectible, mais qui aujourd'hui permet d'englober les régions, est-ce qu'il répond à vos préoccupations ? Oui, non, partiellement. Et puis, deuxième sujet, pour bien comprendre sur ce nouvel acte de décentralisation, à vous écouter, et vous me direz si j'ai bien compris, ce n'est pas tant de nouvelles politiques publiques que vous souhaitez pouvoir porter, mais plutôt une capacité à agir différemment dans vos champs de politique publique, avec des pouvoirs juridiques étendus, une capacité d'adaptation, y compris de la réglementation. Est-ce que j'ai bien compris la manière dont il fallait traduire l'attente de ce nouvel acte de décentralisation? Et puis après, je passe la parole à mes collègues. Alors, sur le deuxième point, je pense aussi qu'il faut graduer dans le cadre de cette mandature les modifications à mener. Là, nous, ce que nous demandons, c'est que très rapidement, sur l'année 2023, il puisse y avoir des sujets qui sont de l'ordre réglementaire pour permettre une plus grande réactivité des collectivités locales. Mais après, sur la question, à ce moment-là, d'une nouvelle ère de décentralisation, avec la fameuse grande loi de décentralisation dont nous avions parlé au Congrès des régions. Cela, c'est sur une échelle de temps qui est plutôt sur, je pense, une deuxième partie du quinquennat, mais où là, nous demandons des profondes transformations, que ce soit sur la question de l'orientation, que ce soit sur la question des mobilités, de façon globale, parce qu'aujourd'hui, le système de l'organisation des mobilités en France, il est complètement kafkaïen. Il est complètement kafkaïen. C'est quand vous prenez les zones agglomérées, vous avez de nombreux intervenants sur la question des mobilités. Vous avez l'agglomération ou la métropole qui intervient. Sur le ferroviaire, vous avez l'État, la SNCF, les régions. Sur le routier, vous avez la région qui a la compétence des cars, c'est-à-dire si nous voulons, dans des territoires où il n'y a pas de réseau ferré, faire en sorte que les habitants qui sont à 30, 50 ou 60 km prennent un car et laissent donc leur voiture ou covoiture. À ce moment-là, il faut qu'il y ait des voies réservées pour ces cars ou pour le covoiturage. Mais en France, les routes n'appartiennent pas aux régions. Elles appartiennent soit au département, soit à la métropole, soit à l'État en propre, soit à l'État concédé. Et c'est-à-dire que quand vous avez vraiment des métropoles ou des territoires agglomérés qui sont complètement asphyxiés par la voiture, et où en général, malheureusement, il y a une personne dans la voiture, eh bien, quand vous voulez, région, proposer un vrai service public de transport en commun avec des cars, vous n'en avez pas les moyens. Et c'est pourquoi nous avons proposé la création de d'une agence des mobilités pour que sur un territoire urbain, il puisse y avoir une instance de coordination. Et je le dis très clairement, nous n'avons jamais demandé à ce que ce soit les régions qui en aient la présidence. Quand vous voyez la congestion de nos métropoles, on n'en est pas de savoir qui préside. En parlant vulgairement, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une instance qui coordonne l'ensemble des mobilités
mobilité routière, mobilité ferroviaire, mobilité douce, parce que les parcours de mobilité peuvent être de 2 km. Quand aujourd'hui, pour 2 km, on prend la voiture, c'est un non-sens sur tous les aspects. Mais ça peut être aussi des mobilités. On connaît quand même de façon forte l'attractivité de nos métropoles en termes d'entreprise et que les emplois sont là. Et je fais partie des présidentes et présidents de région qui souhaitent stopper l'hypermétropolisation et qu'un rééquilibrage territorial et donc par un rééquilibrage économique. Mais cela, il faut être clair, ça ne se fait pas. Même à l'échelle de mandat, ça ne se fait pas facilement. Donc il faut quand même faire en sorte qu'il y ait un rééquilibrage, un desserrement économique, mais en même temps, pour les personnes qui travaillent dans nos zones agglomérées, il faut qu'il y ait la possibilité d'un transport en commun, d'un transport collectif, voilà, qui est moins polluant, qui est plus sûr et qui, en termes de pouvoir d'achat, permet là aussi de répondre à de nombreuses contraintes. Et donc, par exemple, là, cette agence mobilité, on dit bien, nous, on est sur les aires urbaines, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément sur l'agglomération, la métropole, c'est que c'est sur l'aire de déplacement. Hein, donc, c'est très important de le rappeler. Donc, la question de l'orientation, la question des mobilités, nous demandons aussi qu'il y ait une simplification dans les aides aux entreprises. Je sais pas, c'est un sujet, entre guillemets, un petit peu technique, mais bon, voilà, cela le simplifier. Nous demandons aussi donc que nous puissions avoir sur la question du service public de l'emploi un chef de fila et ensuite l'investissement hospitalier. Voilà, je pense que là j'ai cité les grands sujets. Sur le filet de sécurité, aujourd'hui, comment il est configuré, il bénéficiera essentiellement aux territoires d'outre-mer qui sont dans des situations financières très, très difficiles. Mais c'est un dispositif qui intervient en fin d'exercice comptable quand la gestion s'est dégradée. Et c'est pourquoi nous demandons à ce qu'il soit encore un peu retravaillé sur ces sujets. Voilà. Merci beaucoup. David Valence. Madame la Présidente, je vous remercie d'avoir répondu à la sollicitation de notre délégation. Comme du caractère très constructif de vos propos, je souhaiterais vous poser 3 questions. La première concerne l'investissement des collectivités territoriales en 2023. Vous avez donné le chiffre de 15 milliards d'euros pour 2022. Nous sommes à quelques semaines des débats d'orientation budgétaire dans de très nombreuses collectivités. À quel niveau, par rapport à 2021 et 2022, anticipez-vous l'investissement des régions, notamment pour une meilleure efficacité énergétique des bâtiments des lycées? Ma seconde question a trait au transfert de la compétence des transports interurbains et scolaires. Celui-ci a eu lieu en 2017 en application de la loi Nouvelle Organisation territoriale de la République. La semaine dernière, dans cette même salle et à la même heure, nous recevions les représentants des départements de France. Ils semblaient regretter ce transfert de compétences. Du côté des régions, quel bilan en dressez-vous 5 ans plus tard en termes d'efficacité du service public? Enfin, ma dernière question concerne la question des recettes. Suite à la loi d'orientation des mobilités, les régions sont devenues autorités organisatrices de la mobilité dans certains secteurs de leur ressort territorial en fonction du positionnement des EPCI. Lors du Congrès des régions de France à Vichy les 15 et 16 septembre dernier, vous avez ouvert le dossier du versement mobilité au bénéfice des régions. Pouvez-vous nous préciser si, dans votre esprit, ce propos concerne les communautés de communes où le versement mobilité n'est pas levé aujourd'hui, ou la répartition du produit du VM déjà actuellement collecté par certaines communautés de communes, par toutes les agglomérations, toutes les communautés urbaines et toutes les métropoles? Je vous remercie. Edwige Diaz. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Madame la Présidente Delga. Nous avons ici avec vous un exemple tout à fait emblématique d'une forme particulièrement détestable de dérive que la justice a fort heureusement sanctionnée. En effet, vous avez été condamné en tant que présidente de la région d'Occitanie par la Cour d'appel de Nîmes et de façon définitive après le rejet de votre pourvoi en cassation pour discrimination politique envers une commune dirigée par un maire Rassemblement national. C'est une première dans l'histoire de la République. Je tiens à cet égard à adresser toute ma sympathie à mon ami Julien Sanchez, maire de Beaucaire dans le Gard et conseiller régional d'Occitanie, et à saluer sa ténacité pour mettre un terme à votre sectarisme inadmissible. Malheureusement,
Cette condamnation ne semble pas vous avoir servi de leçon. J'en veux pour preuve les propos indignes que vous avez tenus à l'encontre du Rassemblement national à l'occasion du Congrès des régions de France, auquel j'ai participé en ma qualité de conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine et présidente du premier groupe d'opposition. Madame la Présidente, ma question est la suivante. Maintenant que vous êtes présidente de Région de France et que vous allez donc régulièrement être invitée par la délégation aux collectivités territoriales au sein de laquelle siègent des députés du Rassemblement national, quelle sera notre attitude à notre égard? Sera-t-elle identique à celle que vous adoptez en Occitanie? Ou peut-on espérer, et je le souhaite, que vous allez, en tant que présidente de Région de France, accepter la démocratie et nous respecter en tant qu'élus? Avant de passer la parole à Madame Taurine, peut-être dire, je trouve le cadre assez peu approprié. Madame Taurine. Je vous remercie. La loi 3D a ouvert la possibilité aux régions ainsi qu'aux départements et aux métropoles la gestion des routes nationales non concédées. Et en fait, il y a des coûts cachés qui ne feront pas l'objet d'un transfert financier, notamment pour les personnels dont la compensation elle est calculée sur les bases de salaires les plus bas. Loin a priori de la réalité du personnel transféré. Par exemple aussi en région Occitanie, la région Occitanie a fait des demandes sur certaines routes, mais cette demande elle est en concurrence avec des demandes de certains départements, dont apparemment l'Aveyron, les PO et la Haute-Garonne. Donc, on attend les décisions finales du ministre des Transports au 31 décembre, sauf erreur, mais la mauvaise compensation financière par l'État ainsi que la parcellisation quelque part des routes ne va-t-elle pas se répercuter sur la qualité des routes et sur l'unité du réseau? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les financements et donc sur la qualité des routes? Et vous avez, Madame la Présidente, évoqué les problématiques de mobilité, notamment dans les centres urbains. Pouvez-vous nous éclairer sur ce que vous proposez plutôt pour les zones rurales, par exemple? Je vous remercie. Je propose qu'on finisse le tour de table avec Monsieur Cordier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Pierre Cordier, député Les Républicains du département des Ardennes. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour vos explications et la présentation que vous venez de faire en lien étroit, j'imagine, avec Jean Rottner. Vous avez évoqué, et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, de ce nouvel acte de décentralisation qui verrait le jour dans le cadre de la deuxième partie du quinquennat. Est-ce que vous n'avez pas en réalité plutôt besoin d'une forme de stabilité au niveau des compétences qui sont les vôtres, et ça a été rappelé tout à l'heure, et qu'en réalité, on a bien compris que depuis un certain nombre d'années, toutes tendances politiques confondues, chaque gouvernement voulait mettre un petit peu sa pierre à l'édifice en modifiant les choses, en rajoutant, en retirant, en transférant, et qu'en réalité, simplement, les collectivités territoriales n'ont pas besoin un petit peu de stabilité pour voir un petit peu les choses sur le court, le moyen et le long terme, plutôt que de toujours vouloir faire un acte de décentralisation. On a toujours l'impression que les ministres veulent laisser leur nom sur une loi de décentralisation, comme ça avait été le cas avec Gaston Defferre ou Jean-Pierre Raffarin, et qu'en réalité, ça vient un petit peu troubler, j'allais dire, le bon fonctionnement démocratique des institutions. C'est ma première question. Est-ce que vous envisagez avec vos collègues, ce sera ma deuxième question, dans le cadre de cette crise énergétique et en lien avec vos compétences dans le domaine économique, de donner, entre guillemets, un coup de main aux entreprises qui connaissent aujourd'hui une augmentation forte dans le domaine de l'énergie. J'étais sur ma circonscription il y a quelques jours et j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise dans le domaine de la forge, de l'estampage ou de la fonderie qui, de par leur activité, rencontrent des difficultés sur ce point. Donc je voulais savoir si il était envisagé au niveau national de coordonner entre toutes les régions un dispositif d'aide dans le domaine énergétique. Et puis ma troisième et dernière question concerne le transport scolaire, et je rebondis sur les propos de mon collègue des Vosges sur ce transport scolaire et ce transfert qui a eu lieu il y a finalement peu de temps avec des départements qui faisaient un petit peu du cousu humain à l'époque, avec des réseaux qui prenaient les gamins dans telle et telle commune pour les déposer là et là pour les collèges et les lycées, et qu'en réalité l'échelon régional, autant il peut être pertinent, vous l'avez évoqué très justement, dans le domaine de la formation, des transports, du développement économique avec les filières, tout ce que vous avez développé, mais que par contre, concernant ce transport et notamment le transport scolaire, l'échelon n'est pas un peu grand, si vous me passez cette expression. Voilà les trois questions que je voulais vous poser. Je vous en remercie. Madame la Présidente.
Alors, je vais commencer sur les mobilités, mais sur les routes, je proposerai que Jean Rotner réponde parce qu'il fait partie des 3 régions qui ont demandé le transfert de certaines routes nationales. Alors, sur la question des mobilités et sur le bilan, on va commencer par le transport scolaire. Le transport scolaire, donc, je pense, a été assumé par les régions sans dégradation du service aux parents et aux enfants. Et au contraire, avec une baisse du coût du transport scolaire à la charge des parents. Pour l'Occitanie, nous avons mis en place la gratuité des transports scolaires. Voilà. Et sur le précédent quinquennat, les régions ont vu leur dotation baisser de 800 millions d'euros. Donc si nous avons fait des services publics gratuits, ce n'est pas parce que nos dotations ont augmenté, elles ont diminué, mais c'est parce que j'ai pu rationaliser donc l'organisation du transport scolaire sans dégradation. Voilà. Et qu'à travers les économies que j'ai pu mener sur la rationalisation du transport scolaire, j'ai réussi à faire, sur une population de 6 millions d'habitants, la gratuité du transport scolaire. Et donc cette question de sur-mesure, elle est importante. Mais il faut aussi qu'il y ait une équité de traitement entre l'ensemble des parents. Et je pense également qu'à travers une gestion par la région, nous avons une gestion plus efficace en termes de finances publiques, un service public qui est toujours de la même qualité et surtout des règles équitables sur l'ensemble d'un territoire. Sur ce sujet, voilà, monsieur le député, je peux vous donner des exemples très concrets où d'un canton à l'autre, il n'y avait pas le même service à la population. Et la républicaine que je suis en était profondément choquée. Et quand certains parents ont fait part de ces points-là, j'ai quand même rappelé que quand on est président ou présidente de région, on n'est pas là pour faire du service à la carte. On est là pour faire en sorte que dans les territoires peu denses, il y ait le même service public, mais ce n'est pas en fonction de connivence ou autre. Voilà. Donc je pense très clairement, et l'ensemble des présidents de région, nous pouvons vous le démontrer, que sur le transport scolaire, le service public n'a pas été dégradé. En revanche, en termes de finances publiques, il y a un bilan très positif. Sur la question des transports en zone rurale, mais je pense que Madame la députée, vous n'étiez pas encore arrivée, j'avais bien indiqué que sur le transport à la demande, que selon les régions, on appelle soit transport à la demande, soit transport d'intérêt local, ça dépend des régions. Les régions, en fait, participent au déficit de ce transport qui est à l'échelle d'une intercommunalité. Et donc, pour ce qui est de l'Occitanie, la région finance à hauteur de 70% le déficit. Donc, nous sommes très attachés, l'ensemble des présidentes et des présidents de région, à faire en sorte qu'il y ait des grandes infrastructures, bien sûr, sur les transports, mais aussi qu'il puisse y avoir dans des territoires peu denses un transport qui soit adapté. Alors, ça veut dire que c'est par l'achat de véhicules. Le car, en général, il ne fait pas 50 places. Là, on est plutôt sur des minibus, mais nous finançons cela, nous finançons ce service. Et nous développons aussi, en particulier avec les parcs naturels régionaux, des dispositifs de mise à disposition de véhicules électriques pour les populations dans les zones de montagne ou zones rurales. Et ça, on le développe fortement. Donc, on fait en sorte aussi d'être, bien sûr, sur une desserte dans les grands centres urbains, mais aussi dans les territoires ruraux. Donc, c'est transport à la demande ou transport d'intérêt local. Sur la question du financement, les choses soient claires. Je l'ai indiqué à la présidente de France Urbaine comme au président de l'intercommunalité de France. Nous, dans les ateliers, il y a de nombreux sujets, dans les ateliers que nous avons eus au Congrès des régions, il y a eu de nombreuses propositions, mais la position de Région de France, c'est que nous puissions appliquer le versement mobilité dans les intercommunalités. Si elles avaient la compétence, elles peuvent le faire, mais quand c'est nous qui l'avons, on ne peut pas le faire. Donc c'est une vraie dichotomie qui est quand même difficilement compréhensible. Je pense que là, c'est un espace juridique qu'il faut combler, parce que quand l'intercommunalité a repris la compétence, ils peuvent appliquer la versement mobilité. Quand c'est la région qui l'assume, on ne peut pas. Voilà. Mais ce n'est certainement pas de priver
les intercommunalités ou les agglos qui ont un versement mobilité. Et c'est pour ça que dans la tribune que nous avons réalisée pour un New Deal ferroviaire, nous avons bien mobilisé comme ressources des crédits européens où nous demandons qu'à l'échelle de l'Europe, il y ait un grand plan d'investissement dans les infrastructures ferroviaires, où il y ait également une participation accrue du budget de l'État, une participation aussi bien sûr, des régions, des intercommunalités, mais c'est absolument indispensable. Je me permets, enfin Jean va aussi le développer, si d'ici 5 ans on n'investit pas massivement, c'est-à-dire en termes clairs, si on ne double pas le budget, la moitié des lignes ferroviaires ferment. La moitié des lignes ferroviaires ferment. Nous avons connu une accélération de la vétusté sur les 5 dernières années qui est vraiment incroyable. Et nous sommes devant un mur budgétaire qui est voilà, terrible. Ce matin, je rencontrais des présidents de régions espagnoles. Quand ils me présentent les budgets qui ont été consacrés ces dernières années sur la régénération du ferroviaire, on n'est pas sur la même maille, mais sur cette question du mur d'investissement ferroviaire, sur la question des routes, sur les autres sujets que souhaite Jean, il pourra les développer. Sur la question de la capacité d'investissement des régions en 2023, nous sommes objectivement quand même très très inquiets. Et si nous n'avons pas une négociation avec la SNCF qui soit voilà, beaucoup plus raisonnable et plus équilibrée, ça veut dire que nous ne pourrons pas, nous allons devoir baisser, mais drastiquement, je ne vous parle pas de 10%, hein, c'est drastiquement notre investissement en 2023. Parce que là, les coûts sont tout simplement hallucinant de ce que nous appliquait la SNCF. Je pense très objectivement que nous arriverons à trouver un accord avec Jean-Pierre Farandou, et Madame la Première ministre nous a bien indiqué de son soutien dans cette négociation. On part haut, voilà. Mais on va faire en sorte de redescendre sur le terrain. Sur la question d'accompagnement des entreprises par rapport à l'énergie, nous avons déjà, les présidents de région ont un peu anticipé cette question et donc nous avons mis en place des programmes qui aident les entreprises à réduire leur consommation énergétique. C'est-à-dire on les aide sur la question de l'investissement, à des réflexions, mais après sur la question du prix de l'énergie, voilà, nous sommes les présidents de région sur voilà, une décorrélation du prix du gaz et du prix de l'électricité. C'est la position que nous avons de façon plus globale dans le cadre de la discussion européenne. Ensuite, Madame la députée, je ne suis pas sûre que ce soit le lieu d'attaque personnelle, mais je vais vous rappeler une chose, c'est que j'ai été élue présidente de région de France à l'unanimité. À l'unanimité. Et mes positions vis-à-vis de l'extrême droite ont toujours été très claires et constantes depuis le début de mon engagement politique, c'est-à-dire il y a 14 ans. Je n'ai jamais la moindre concession vis-à-vis des idées d'extrême droite. Mes collègues présidents de région m'ont élu en connaissant cette donne et cette constance dans mon engagement politique. Et vous indiquez en effet, à juste titre, que la Cour d'appel de Nîmes m'a condamné. J'ai saisi donc la Cour européenne des droits de l'homme et ma saisie, elle a été acceptée. Elle a été acceptée parce qu'il y a eu un déni de justice et une décision politique. Voilà. Parce que être condamné, comme je l'ai été, pour discrimination sur tout simplement le caprice d'un lycée à Beaucaire, cela est parfaitement inadmissible et cela n'est pas digne de la justice française. Donc, travailler et respecter l'ensemble des élus, bien entendu, me complaire avec les idées de l'extrême droite, jamais. Et je tiens à rappeler l'engagement républicain de l'ensemble des présidentes et des présidents de région. Et je continuerai à travailler avec ces valeurs-là. Voilà, je ne me soumets pas aux menaces à qui que ce soit. Et je me permets de rappeler que les militants d'extrême droite sont venus jusqu'à défiler devant mon domicile personnel, en Comminges, pour essayer de m'impressionner et n'ont pas hésité dans l'hémicycle à venir m'agresser physiquement. Donc je ne baisse pas les yeux, je ne baisse pas mes convictions, je ne me soumets à aucune menace. Et vous me posez, si vous m'aviez posé des questions au service des Françaises et Français, j'aurais répondu avec plaisir. Vous avez préféré être dans l'attaque personnelle. Cela démontre l'utilité des élus du Front National pour cette République que nous chérissons. Voilà.
Merci. Monsieur le Est-ce que le Président. président Rotner veut compléter sur un certain nombre de points? Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. J'aimerais juste témoigner, peut-être au début de mes propos, de l'histoire politique profondément différente que Carole Delga et moi-même avons. Ça nous fait souvent sourire, et pourtant, sur les sujets qui sont les nôtres aujourd'hui, il y a une capacité de discussion, de travail en commun entre l'ensemble des présidents de région, quels qu'ils soient, de métropole ou d'outre-mer. Et ça participe là aussi à la qualité de cette volonté d'aller de l'avant et de participer à une même équipe, celle qui s'appelle l'équipe de France, et qui sont en capacité aujourd'hui sur le territoire d'aligner nos planètes, celle effectivement des collectivités, des pouvoirs locaux, celle de l'État en région, celle parfois d'un gouvernement avec lequel nous ne sommes pas forcément en accord de par nos histoires politiques, mais où nous avons nécessité et besoin de réussir par la mission qui nous a été confiée par les Français. J'aimerais remercier Carole pour le rôle qu'elle joue, en tout cas à la tête de Région de France. C'est un rôle de consensus, d'écoute et de performance. Merci Carole, en tout cas, pour ce que tu fais et pour ce que tu es. Sur les questions qui ont été posées plus particulièrement sur les mobilités, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Carole en matière de réponse sur le transport scolaire. La réponse ou la question peut largement se justifier. Elle se défend aussi dans une vision d'aménagement du territoire plus large que simplement le transport scolaire. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas dissocier transport scolaire et transport interurbain en car. Ils sont profondément complémentaires et s'inscrivent largement dans une vision qui n'est pas simplement locale, départementale, mais très souvent aujourd'hui interdépartementale, dans la complémentarité et l'efficacité du service public que nous devons fournir. Donc, je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. C'est particulièrement important, essentiel. Et, cher Pierre Cordier, vous le savez bien, au niveau des départements, en ce qui concerne notre région commune, nous jouons aussi cette partie, non pas depuis Strasbourg, lointainement depuis les Ardennes, mais véritablement en proximité, puisque les marchés sont passés là aussi en lien avec le territoire et sur le territoire et à l'échelle du territoire. Et je pense que toutes les régions s'organisent également de cette manière-là. J'aimerais revenir naturellement sur notre tribune et sur la situation aujourd'hui qui fait que nous nous interrogeons. Et je pense qu'entre la représentation nationale et les pouvoirs locaux que nous sommes, il faut se poser aujourd'hui ces questions sur l'avenir du transport ferré à l'échelle nationale. Pour ma part, je milite avec d'autres sur le fait que le ferré, c'est la colonne vertébrale des mobilités dans ce pays. Et si nous ne résolvons pas, ou si nous n'arrivons pas à trouver des solutions pour le ferré, on aura beau développer le routier, essayer de développer le fret, les trains de nuit, de ci, de là. Non, il faut avoir cette vision véritablement globale et réagir non plus CPER par CPER, mais bien avoir, je crois, une programmation pluriannuelle beaucoup plus lointaine que l'échelle du CPER. Moi, j'appelle de mes voeux, et je m'en suis ouvert à Jean-Pierre Farandou, nous devons aujourd'hui avoir une réflexion qui se porte à 10, 15, 20 ans en matière de développement du ferré et ne pas dépendre aujourd'hui d'une autorisation d'engagement et donc du CPER quasi annuel qui, en termes de programmation ferrée, est juste impossible. On ne peut pas rentrer dans une programmation pluriannuelle avec une autorisation d'engagement de l'État qui parfois nous oblige à avancer, nous, l'argent, en attendant que l'État nous rembourse sur un certain nombre de programmations. C'est incompréhensible, c'est aujourd'hui insupportable pour un certain nombre de collectivités, et donc il faut qu'on change le modèle. Changer le modèle aujourd'hui, c'est faire face à 3 fronts. Le premier, c'est effectivement le surcoût énergétique. Sur les 2 prochaines années, c'est 800 millions d'euros supplémentaires de factures qui est adressée par la SNCF aux régions. Le deuxième, vous le savez, c'est le problème véritablement structurel des péages. Plus 2,2% l'année prochaine, plus 2,4% l'année suivante et plus 8% l'année d'après. C'est grosso modo 12%. Pour arriver à avoir une trajectoire d'ici 2026 à plus 25%. Imaginez qu'on demande à tous les Français qui passent un péage sur l'autoroute 25% supplémentaires d'ici 2026. C'est pourtant ce qui est adressé aujourd'hui aux régions. Et là-dessus, il doit y avoir une marge de négociation, de nouveaux concept et une nouvelle ingénierie financière en lien avec l'État et en lien avec la SNCF. On est arrivé à le faire à l'échelle de ma région sur la capexisation d'un certain nombre d'investissements liés justement à ces péages, dispositif qui va être étendu sur
l'ensemble des régions françaises. Mais à l'échelle du Grand Est, c'est 30 millions sur tous les ans pendant 10 ans. C'est 300 millions d'euros qui sont capexisés sur ces péages-là. Eh bien, tant mieux. Troisième élément, et Carole l'a dit, s'il n'y a pas un véritable New Deal et une modernisation de notre matériel roulant et de nos structures et des infrastructures, eh bien, on gardera ce retard. Aujourd'hui, chiffre terrible, émis par SNCF Réseau, nous avons 13 années de retard par rapport à la moyenne d'investissement européenne. C'est juste colossal. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver ce niveau aujourd'hui d'excellence du chemin de fer français? Et je ne vous parle pas là d'une stratégie de fret qui doit être complémentaire de la stratégie voyageur. Stratégie de fret aujourd'hui où on attend encore un certain nombre de solutions de l'État. Nous avons pris, en tout cas en ce qui me concerne, des responsabilités et nous venons en investissement supplémentaire parce que c'est essentiel et parce que nous sommes clairement dans notre rôle là aussi de soutien à l'économie locale et aux transporteurs comme aux chargeurs pour arriver à joindre les ports de l'Atlantique le plus rapidement possible ou de Méditerranée. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont essentiels, qui sont majeurs. Et ça rejoint la question sur les investissements. Aujourd'hui, le ferré, les mobilités composent la part majoritaire des investissements des régions. Et nous allons arriver finalement en 2023-2024, après avoir été réélu il y a quelques mois, dans cette partie délicate où nous concrétisons nos investissements et donc nous allons dégrader nos ratios, d'autant plus que la crise est là. Et nous allons devoir faire face à, justement, bien une capacité de désendettement bien largement amoindrie par rapport à ce que nous avions dans le passé. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Après, Carole, si tu me permets, moi, je plaide pour quelque chose. C'est simplement, entre les pouvoirs locaux et les régions, un mot qui ne doit pas être galvaudé, mais qui est à un moment donné le mot confiance et le mot transparence entre l'État central et les régions. Comment est-ce que, bien, on peut améliorer la fluidité? Comment on ne prête pas des intentions aux uns ou aux autres? Mais comment on arrive, et je reprends cette expression qui est surtout celle de Carole, qui est l'équipe de France, finalement, des pouvoirs locaux et d'un régime qui doit évoluer, qui doit se transformer et qui doit apporter des solutions. Nous ne sommes plus aujourd'hui à nous mettre des nœuds dans le cerveau, mais à vraiment devoir trouver des solutions. Et je pense qu'une commission comme la vôtre doit pouvoir nous aider au niveau de la représentation nationale à pouvoir les appliquer, les simplifier et être là au service et dans une culture du mandat, c'est-à-dire être au service de notre population. Merci, Monsieur le Président. Paul Molac. Merci, chers collègues et Monsieur le Président, chère Carole, cher Jean. Donc, vous êtes fait l'écho des difficultés financières à venir en 2023. On a la même problématique, évidemment, en Bretagne. Et vous avez parlé aussi du conseiller territorial. Alors, je pense que paradoxalement, la carte des régions qui a été votée sous François Hollande, en fait, pérennise le département, quelque part. En faisant ces grandes régions, en fait, on est arrivé quelque part au bout d'un processus qui pérennise le département et qui pérennise la région. La loi NOTRe a essayé de donner une certaine clarification entre les collectivités. Et je crois qu'aujourd'hui, pour répondre à notre collègue, on n'en est pas à aller chercher les compétences d'une collectivité pour les donner à une autre. Ce que recherchent en fait les différentes collectivités, c'est pouvoir gérer les compétences qui sont déjà les leurs. Donc, éventuellement, de nouvelles compétences qui viennent de l'État, mais on a bien vu qu'avec la loi 3DS, il y avait des compétences qui arrivaient sur le ferroviaire, en particulier pour l'investissement, sur les hôpitaux, en particulier aussi avec l'investissement, et les quelques routes qui restaient. Mais déjà, c'est quelque part des compétences en plus. Alors, moi, j'aimerais vous interroger sur un des aspects. C'est évidemment sur les demandes qui sont faites par un certain nombre de régions, dont la Corse, mais dont aussi la Bretagne, sur l'autonomie, et comment on peut, avec cette autonomie réglementaire, qui aujourd'hui est inscrite dans la Constitution, mais qui en fait, la plupart du temps, est absolument pas mise en place, comment on permet à ces différentes strates de collectivités d'assumer totalement, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau réglementaire, leurs compétences. Merci. Didier Legac. Bien, merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, merci pour votre propos introductif très large.
Je salue vos propos sur plus de décentralisation. J'espère aussi, comme vous, Breton comme Paul Molac, proche de Loïc Chenet-Girard et d'autres, nous appelons nous aussi effectivement plus de décentralisation sans doute, espérons dans les mois à venir. Dans le large éventail des actions que vous avez bien voulu nous présenter, du rappel des compétences des régions, il me semble que vous n'avez pas évoqué une question qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, c'est celle de la gestion des espaces, et notamment avec les documents d'urbanisme, l'introduction du ZAN. Nous avons voté au cours du précédent mandat la zéro artificialisation nette. Donc comment vous appréhendez cette question à travers bien évidemment les documents d'urbanisme qui sont souvent à l'origine des régions, le STRADET, le SCOT, et cette question, cette problématique en lien bien évidemment avec une autre question qui nous préoccupe beaucoup, c'est celle du logement. Je sais que dans votre région aussi vous êtes largement concerné, comme en Bretagne, avec un afflux. Comment on fait pour accueillir un afflux important de nouveaux habitants alors qu'on nous demande de moins construire, et en même temps, qu'est-ce que vous demandez en termes de fiscalité notamment, pour taxer aussi peut-être les résidences secondaires, les hébergements touristiques, etc., etc. Enfin, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur cette question? Merci. Et pour finir cette série, Emmanuel Mandon. Oui, merci. C'était le MoDem, je suis dans l'ordre, je donne la parole au groupe dans l'ordre. Merci. Donc, Madame la Présidente, Madame Delga, chère Madame Delga, je voudrais, on vous a écouté attentivement et nous vous remercions pour les éléments que vous avez pu nous livrer. Les régions, vous nous l'avez rappelé, aspirent à une nouvelle étape de décentralisation. Je dois dire que j'étais présent moi-même au congrès à Vichy, également au congrès de régions de France, et j'ai bien noté donc que les régions se déclarent prêtes à œuvrer pour rétablir les souverainetés dans divers champs d'intervention. Mais je ne vous cacherai pas une forme d'interrogation sur la traduction concrète que cela peut avoir par rapport à cette intention ambitieuse, au moins à court moyen terme. D'ailleurs, vous avez cité le fait que les régions sont plutôt encore des nains. Ma question pourrait être simple, c'est de se dire que face à une métropolisation qui a été forte, on a le souci de rééquilibrer les choses peut-être sur les territoires. Vous avez évoqué également la question des mobilités, que c'était kafkaïen, le volet hospitalier qui pourrait être pris en compte au niveau des CPER, par exemple, un peu plus. Ma question est simple, pourquoi ne revendiquez-vous pas au niveau des régions tout simplement une décentralisation qui fasse réellement émerger une régionalisation? Merci, Madame la Présidente. Donc, sur les questions de Paul Molac, ce que nous avons donc proposé, l'ensemble des présidentes et des présidents de région, c'est dans le cadre des propositions d'ordre constitutionnel, nous avons donc demandé qu'il y ait la consécration par une modification de l'article 72, le droit à la différenciation territoriale, et également nous sommes allés jusqu'à reconnaître dans la Constitution le futur statut d'autonomie de la Corse. Après, voilà, ça c'est les dispositions que nous avons portées l'ensemble des présidents de région, et donc c'est la question par rapport à votre collectivité régionale. On est plus sur la question de la différenciation qui pourrait répondre à ces demandes-là. Sur la question du zéro artificialisation nette, alors je n'avais pas développé, je préférais répondre en fonction des questions. Donc nous partageons avec David Lisnard donc les mêmes demandes au niveau du gouvernement, et nous allons écrire ensemble à Madame la Première ministre sur la nécessité d'avoir un calendrier moins contraint, parce que de devoir respecter février 2024, cela veut dire que nous devons arrêter l'ensemble des documents en mars 2023. Et là, très objectivement, parce qu'après, il y a un temps de consultation des personnalités publiques, pas du public, des personnalités publiques, qui est de 11 mois. Voilà. Ça veut dire que nous, on nous demande, en un peu plus de 6 mois, 7 mois, de consulter l'ensemble des territoires, ce qui, matériellement, n'est pas possible. Matériellement, n'est pas possible pour des régions qui ont 5200.
Voilà, 5200 communes pour le Grand Est. Et puis, il est nécessaire de ne pas appliquer de façon uniforme le moins 50%, parce que sinon, ceux qui ont été vertueux sont pénalisés, ceux qui n'ont pas connu beaucoup de développement ces dernières années ne vont pas pouvoir en avoir, et au contraire, ceux qui ont beaucoup consommé vont continuer à pouvoir beaucoup quand même consommer. Donc il faut qu'on ait le temps. Nous demandons aussi qu'il y ait un décompte national sur les grands projets d'intérêt européen, que ce soit les infrastructures de transport, que ce soit bien sûr les LGV, mais que ce soit également les grandes structures industrielles. Donc des projets que nous pouvons avoir de gigafactories sur la question, par exemple, des électrolyseurs, sur la question de batteries électriques, la question, par exemple, du canal Seine-Nord, Europe aussi. Ensuite, nous demandons qu'il puisse y avoir la clarification du décret SRADET sur la déclinaison des objectifs, donc dans l'opposabilité des documents d'urbanisme. Et puis également, nous demandons que la prise en compte des efforts qui ont été menés les dernières années puisse être vraiment bien intégrée dans le décret, et que dans la nomenclature, alors c'est un sujet très technique, mais que dans la nomenclature, il y a un peu plus de précision, parce que par exemple, quand on envisage la création d'un lycée, ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend l'ensemble du terrain qui va être acheté par la région. Et quand on construit un lycée, d'ailleurs, tout n'est pas bâti, loin s'en faut, puisqu'on a des terrains de sport. Et surtout, on fait des réserves foncières. Voilà. Et donc là, pour permettre, si jamais, d'autres évolutions d'équipements collectifs. Voilà. Donc c'est... Je cite ça, mais c'est la même chose pour les collèges. Donc voilà, sur le ZAN, sur la question oui, de modèle fédéral, en fait, c'est ça. Donc non, c'était... Oui, pardon, non, c'est d'accord. Sur la régionalisation, c'est vrai que nous demandons une régionalisation sur la question du service public de l'emploi, de façon très claire, sur la question des aides aussi économiques, mais comme je l'ai indiqué, sur les questions d'éducation nationale ou de définition de politique de santé, nous ne le demandons pas au titre de région de France. Nous demandons sur l'éducation d'avoir réellement les moyens de l'orientation scolaire, d'avoir un partenariat beaucoup plus fort au niveau des collèges et des lycées avec les entreprises, pour qu'il puisse y avoir une réelle connaissance de la diversité des métiers, que des salariés, que des chefs d'entreprise puissent rencontrer les élèves pour parler de leur métier, qu'il y ait une meilleure connaissance aussi du parcours d'études. Et puis après, j'ai bien expliqué sur la question de l'investissement, et je te laisse, Jean, compléter, parce que tu pourras compléter par les routes et d'autres sujets aussi sur le logement, peut-être. Voilà. Oui, plusieurs points sur ces sujets. Le premier, c'est sur la notion de régionalisation. Aujourd'hui, c'est la capacité peut-être qu'ont les régions à apporter un certain nombre de solutions. Je vous prends un exemple. Les relations avec l'ARS. Elle n'est pas forcément descendante de l'ARS vers la région. Aujourd'hui, moi, j'ai apporté 55 millions d'euros de fonds REACT-EU, fonds d'urgence, qui permettent à chacun de mes GHT, 5 millions par GHT, eh bien, de se moderniser, de se préparer aux futures crises. C'est une possibilité qu'ont les régions, finalement, d'attribuer des fonds européens dans une stratégie bien vécue, bien sentie, avec l'ARS. Dans un AMI, on met 15 millions supplémentaires pour que nos hôpitaux innovent. Ce n'est pas forcément une compétence supplémentaire, c'est aujourd'hui de la souplesse, c'est une capacité d'interagir avec un cadre national qui soit fixé et dans lequel, localement, on a peut-être certaines priorités. Les priorités en matière hospitalière du côté de l'Occitanie sont probablement absolument pas les mêmes que du côté de la région Grand Est. Donc c'est de nous laisser là-dedans la possibilité d'interagir. C'est ce que nous avons fait sur les routes. Chacun a pris sa décision. Certains prennent cette compétence dans le cadre de la loi 3DS. Je l'ai fait, moi, en lien avec les départements. Nous nous sommes arrangés les uns et les autres pour savoir qui souhaitait intervenir éventuellement, prendre cette responsabilité ou pas, pour arriver à un moment donné à présenter à l'État bien une stratégie commune qui vient des collectivités et qui va devoir être enrichie dans un dialogue avec l'État. La bonne régionalisation, pour moi, elle est là, dans cet équilibre, ce dialogue possible. On sait très bien que le fédéralisme
en France, c'est pas forcément une idée qui plaît. La régionalisation pour le PJR, de dire on va régionaliser, moi, c'est pas une forme d'intelligence. Je crois qu'aujourd'hui, on a tous les cadres possibles. Peut-être faut-il de la simplification, pour répondre à Pierre Cordier aussi, de la clarification sur les compétences. Il y a peut-être là encore, on peut glisser une compétence entièrement à une collectivité pour laisser plus de cohérence au paysage. Oui, on peut y réfléchir là-dessus. Mais le grand soir, le Big Bang de la décentralisation, je pense que plus personne n'y croit véritablement, même si on a tous la nostalgie de Gaston Defferre ou de Jean-Pierre Raffarin, pour faire l'équilibre entre les uns et les autres. Et on n'a pas parlé de quelque chose, moi, qui me semble important quand même aujourd'hui, c'est les ENR et la capacité localement de les développer. On a besoin, non pas d'un cadre national, on a besoin d'abord d'un cadre européen qui soit clair. On a besoin derrière cela d'un cadre national et derrière d'une application et d'une déclinaison qui puisse être locale et qui puisse amplifier ce mouvement. Moi, aujourd'hui, je suis à pratiquement 30% d'ENR en dehors du nucléaire sur mon territoire, là où la France est à 19%. Donc c'est possible. C'est possible, mais là aussi, on a besoin d'une stabilité. Si sur la méthanisation, on change de régime, de subvention, de capacité d'aider tous les 2 du mois, ça devient impossible. Là aussi, en termes de PPI pour la collectivité, mais aussi pour les professionnels, il n'y a pas de lisibilité. Donc, je reprends le terme de confiance, la nécessité aujourd'hui de travailler sur du long terme, sur cette capacité d'avoir un maintien des coûts, un maintien des prix et un véritable engagement, mais ça nécessite d'avoir un deal, de se parler et d'être en capacité, sur le terrain, de développer aujourd'hui des ENR de manière amplifiée, parce que je pense que c'est vraiment en proximité qu'on arrivera à mieux le faire. Merci. Avant de donner la parole à M. Decini, je donne la parole à M. Roux, qui l'a demandé pour le groupe écologiste pour le premier tour. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, j'avais un certain nombre de questions à vous poser, dont vous avez apporté des réponses. Juste sur le ZAN, je voulais savoir, puisque j'ai bien entendu les demandes qui étaient celles de vos collègues sur le calendrier, la non-uniformité. Par contre, je voulais savoir ce que vous pensiez du fait que certaines régions, comme la mienne, en Pays de Loire, remettent ouvertement en cause la trajectoire qui a été définie par la loi, c'est-à-dire ils reviennent en cause sur les 50% pour préconiser plutôt 34%. Donc ça, c'est un premier point. Je voulais aussi vous parler du sport, puisque lors de l'audition de la ministre des Sports hier, à l'occasion de l'examen du PLF 2023, cette dernière a fait référence aux conférences régionales du sport comme un puissant outil de développement du sport qui permet une définition des enjeux au plus proche des besoins des territoires et en co-construction avec l'ensemble des partenaires. Donc, toujours dans le cadre de l'examen de la mission sport, vie associative jeunesse, notre rapporteur spécial, Madame Claudia Rouault, en citant un rapport de la Cour des comptes, évoquait une mise en œuvre laborieuse de ces conférences territoriales et des préalables à lever. Donc je voulais vous demander simplement quel était votre avis, Madame la Présidente, sur ces conférences et quels étaient les retours qui en étaient faits. Et puis juste un petit mot sans agressivité, je voulais vous rassurer sur notre enracinement suite à votre entretien sur France Culture. Vous dire que le confort est tout à fait, des sièges en velours est tout à fait relatif et que quand nous n'y sommes pas, nous passons notre temps avec les habitants, habitantes du territoire, avec les associations et les élus, évidemment. Et là, ce n'est pas l'ancien maire, mais le conseiller municipal qui vous parle. On a aussi parfois des communes l'impression que c'est la région qui est aussi déconnectée du quotidien ou du terrain. Monsieur Decini. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, chers collègues, Madame la Présidente, dans un premier temps, sachez que nous condamnons tout comme vous les attaques dont vous avez pu être victime chez vous, qui ne sont pas le fait de nos militants, au passage. En ce qui concerne voilà, c'était juste une parenthèse. En ce qui concerne le point que vous avez évoqué sur le ferroviaire, vous parliez tout à l'heure des 5 dernières années sur lesquelles on a pu noter un aggravement important des lignes de TER, si je ne dis pas de bêtises. Alors, j'ai peut-être un début de réponse à vous proposer, c'est que depuis, on a été pendant 50 ans sur un développement par la SNCF d'un tout TGV,
Et on est revenu depuis quelques années sur un développement plus important de rénovation, de restauration, en tous les cas, des lignes TER. Bon, sauf que il s'avère, a priori, d'après les derniers éléments et les dernières discussions qu'on a pu avoir avec le ministre des Transports, qu'il y aurait un nouveau revirement sur le tout TGV. Alors, j'espère que c'est pas entériné et qu'on pourra encore en discuter. Et voilà, peut-être une piste, si vous voulez, sur le ferroviaire développer, peut-être une piste à creuser. Moi, j'avais 2 questions. Donc, le 21 septembre dernier, le vice-président, votre vice-président, Stéphane Perrin de l'Association Région de France, donc, que vous présidez, nous a adressé un état des lieux des finances des régions et des enjeux qui en découlaient. Il nous a notamment parlé du besoin de lisibilité que rencontre votre échelon de collectivité. En effet, une étude réalisée par l'IFOP montre que les Français ne connaissent pas ou peu vos compétences. En d'autres termes, les Français ne connaissent pas ou peu comment vous employez les fonds qui vous sont alloués. Plus que de la lisibilité, il s'agit de transparence. Je pense notamment au financement par la région Hauts-de-France de lycées islamiques ou d'associations qui sont sélectionnés selon des critères obscurs. En effet, une étude de l'IFOP de 2020 montre que 53% des Français pensent que la région ne prend pas en compte leur avis. La multiplication des entités participe à l'incapacité pour les administrés de comprendre les démarches à réaliser et vous fait donc perdre en efficacité. Elles empêchent donc aux administrés de profiter réellement. Vous pouvez poser votre question, Monsieur Dussini ? J'y viens. Des dispositifs que vous mettez en place, notamment dans l'accompagnement des entreprises. Donc mes questions, donc quelles sont les pistes poursuivies afin d'augmenter la lisibilité des compétences de votre action? Comment comptez-vous simplifier les procédures administratives pour les administrés? Et enfin, quelle est la pédagogie que vous mettez en place pour expliquer en toute transparence l'emploi des fonds? Je vous remercie. Et Monsieur Piquemal, pour terminer, mais en 30 secondes ou 1 minute maximum la question, si ça ne vous ennuie pas, pour qu'on respecte le timing. Ah oui, bon, je vais essayer d'abord en préambule dire mon soutien à Guillaume de Almeida Chavez, qui est conseiller régional d'Occitanie et qui est victime d'une campagne de la fachosphère après s'être opposé avec des militants de la France Insoumise à la venue d'Éric Zemmour. Et puisqu'il faut être direct, moi j'aimerais savoir si Madame Delga vous engagez à demander au gouvernement à ce qu'une partie du fonds vert soit attribuée à des projets, notamment comme la ferme urbaine des Pradettes à Toulouse, qui a été en plus reconnue par la région Occitanie, comme la rénovation thermique d'un certain nombre de logements prévus dans l'ANRU, et pourquoi pas au développement du RER toulousain. Voilà, merci. Merci beaucoup, chers collègues, pour la concision de votre question. Madame la Présidente, très bien, merci. Merci. Donc, sur la question de la position de la région Pays de la Loire sur la question du ZAN, vous comprendrez qu'en tant que présidente de Région de France, je n'ai pas à commenter les décisions de mes collègues, puisque chaque collectivité locale a un principe de libre administration. Et donc, voilà, je n'ai pas à porter de jugement sur cela. Sur la question de la conférence régionale des sports, je pense qu'en effet, le terme laborieux est assez adapté. Oui, voilà, tout à fait. Et puis, sur la question du réseau ferroviaire, la question de la vétusté du réseau ferroviaire, c'est l'ensemble du réseau ferroviaire, c'est-à-dire aussi bien les transversales que les lignes fines d'aménagement du territoire. Malheureusement, je dis bien, en France, enfin, nous avons un réseau ferré dans son ensemble qui, aujourd'hui, souffre d'un déficit qui est chronique, et on connaît la question de la vétusté en matière industrielle. C'est qu'à un moment, elle décroche et elle s'accélère les dernières années. C'est ce qui est arrivé. Sur la question des TGV et TER, il faut arrêter d'opposer les deux. Voilà. Parce que nous avons besoin d'avoir une connexion rapide avec Paris, avec l'Europe, c'est la question des TGV. Et souvent, nous avons besoin de deuxième ligne ferroviaire pour pouvoir développer les mobilités du quotidien. Si je prends l'exemple de l'axe du littoral méditerranéen, qui est l'axe ferroviaire le plus encombré, il y a absolument besoin d'avoir
une deuxième ligne, d'où la LGV Montpellier-Perpignan, mais d'où la LGV Marseille-Nice, parce que nous avons besoin de développer les transports du quotidien et qu'aujourd'hui, de façon très concrète, par exemple, entre Lunel et Sète, je ne peux pas augmenter aux heures de pointe d'un seul train. C'est vraiment impossible. Et en plus, sur ce sujet-là, on a la question du fret ferroviaire, puisqu'on est sur un axe routier très très surchargé. Donc il faut toujours rappeler que les LGV permettent une connexion, mais permettent surtout le développement des trains du quotidien. Et si je prends un autre exemple, sur Toulouse-Bordeaux, pour la LGV, cette deuxième ligne, elle me permet également d'avoir une désaturation. Aujourd'hui, entre Toulouse et Montauban, c'est saturé à 100% sur le réseau ferroviaire et dans 2 ans, j'ai une saturation complète jusqu'à Agen. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des LGV pour pouvoir développer les trains du quotidien, pour pouvoir développer des RER métropolitains. Et sur la question de l'utilisation du fonds vert, nous y travaillons avec Madame la Première ministre sur les projets éligibles. Et je pense que sur la question des mobilités, objectivement, il faut un autre plan, parce que si nous impactons par les montants financiers nécessaires le fonds vert, on va ne pas pouvoir du tout faire de la rénovation énergétique. Et en effet, les projets de souveraineté alimentaire avec les circuits courts, donc bien sûr, nous les soutenons au niveau de Région de France. Et c'est sur une position de la présidente de la région Occitanie. Nous sommes la première région bio d'Europe, comme vous le savez, c'est la Commission qui nous a attribué ce prix. Et nous défendons, et en Occitanie, on défend l'agriculture biologique, l'agriculture familiale et rurale et tous les circuits de proximité, que ce soit sur Toulouse ou sur d'autres territoires. Voilà. Monsieur le Président, juste un mot pour répondre là aussi à l'interpellation de Monsieur le député. Je suis toujours étonné par cette interpellation assez récurrente quand chaque mois, dans ma commission permanente, nous attribuons plus de 250 millions d'euros d'aide. Ça veut dire qu'on sait nous trouver quand on en a besoin. Et en termes de formation professionnelle, en termes de subventions aux associations, en termes de biodiversité, en termes de sécurité, en termes de mobilité, en termes de relations internationales, les régions sont au rendez-vous et je pense qu'elles sont de mieux en mieux comprises. Il y a juste, nous sommes encore jeunes pour un certain nombre d'entre nous, nous progressons et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, au sein des autres collectivités comme au sein de la population générale, eh bien, la fonction régionale prend de plus en plus de sens. Bien, merci, merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, je disais en aparté, j'espère que nos questions vous auront convaincu que les députés ne sont pas déconnectés du réel. Bien au contraire, Madame la Présidente. Et d'ailleurs, c'est plus que des questions. Et prêt par ailleurs à travailler avec les régions. Mais donc vraiment à votre disposition. Mais les régions ont toujours témoigné de la volonté de travailler avec l'ensemble des parlementaires. Voilà. Eh bien, c'est parfait. C'est bien de terminer là-dessus. Ça note positif. Je vous remercie encore pour votre disponibilité. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les députés. Merci.